Merci beaucoup, bonsoir. J'aimerais commencer cette brève présentation en revenant sur ce titre un peu énigmatique. Les femmes qui se parfument doivent être admirées de loin. Alors, je vous rassure tout de suite, il ne s'agit pas d'une opinion personnelle, mais d'une citation tirée d'un manuel de médecine du XIXe siècle. Alors, pourquoi cette citation ? Pourquoi est-ce que les femmes qui se parfument doivent être admirées de loin ? Eh bien, parce qu'au XIXe siècle, on se méfie beaucoup des parfums et de l'odorat en général, qu'on considère comme le sens de l'animalité, un sens qui rapproche l'homme de la bête. Donc les parfums à consommer avec modération. Mais malgré cette méfiance, malgré les mises en garde de ce type qui sont nombreuses, le marché de la parfumerie connaît un véritable boom au XIXe siècle, plus principalement dans les 20 dernières années du siècle, avec la création, la découverte des odeurs de synthèse qui rendent les parfums accessibles à tous. Mais ça ne veut pas dire pour autant que tout est permis en matière de parfumerie, bien au contraire. Il existe de très nombreuses règles qui cadrent, qui régissent le monde de la parfumerie, et il y a tout intérêt à s'y conformer si on ne veut pas risquer le faux pas olfactif. La première de ces règles, c'est que le parfum, c'est une affaire de femmes. Désolés, messieurs. Les hommes qui se parfument risquent de voir leur masculinité remise en question, mais on tolère néanmoins quelques exceptions pour des produits cosmétiques, notamment la sirop moustache parfumée. Je vois que ça vous rassure grandement. Donc le parfum, c'est pour les femmes, mais là encore, ça ne signifie pas qu'une femme peut faire absolument ce qu'elle veut et choisir n'importe quel parfum. Grand Dieu, non. Qu'on se le dise une fois pour toutes, une femme qui se respecte, ça sent la violette. L'iris à la rigueur, si vraiment. Pourquoi l'iris et la violette ? Eh bien parce que ce sont deux odeurs qui génèrent tout un idéal de pudeur, de simplicité, d'élégance, bref, qui dessinent une sorte de femme idéale dans la perspective du XIXe siècle. Si on valorise les parfums floraux, c'est surtout par opposition aux parfums dits animaux, comme le musc, l'ambre gris, la civette, tous ces parfums dont on imagine qu'ils ont un lien très profond avec la sensualité, avec un érotisme exacerbé. Donc ça, ce sont des parfums qui fleurent vraiment la mauvaise vie à plein nez. C'est d'ailleurs sans doute de là que vient l'expression « ça cocotte », pour dire que ça sent mauvais, puisque comme vous le savez sans doute, une cocotte au XIXe siècle, c'est une femme entretenue, une femme de petite vertu. Donc l'ensemble de ces règles qui régissent le monde du parfum, je vous ai mentionné deux, mais il y en a bien d'autres, dessinent un cadre très strict qui distingue les pratiques acceptables des faux pas olfactifs. Ce cadre, il nous aide à comprendre l'histoire de la parfumerie, évidemment, mais aussi la littérature de l'époque. Alors pourquoi ? Ça peut sembler étonnant, quel est le lien entre parfum et littérature ? Eh bien tout simplement que les écrivains du XIXe siècle intègrent beaucoup d'odeurs dans leurs textes, principalement dans leurs romans, et aiment bien jouer avec tout ce jeu de signification cachée derrière les odeurs. Par exemple, dire d'un personnage féminin qu'elle sent la violette ou qu'elle sent le musc, c'est suggérer deux choses très différentes par rapport à la moralité du dit personnage. Ce type de sous-entendu, ce type d'indice, il était sans doute évident pour les lecteurs de l'époque qui baignaient dans ces normes, qui baignaient dans ce cadre. Ça l'est beaucoup moins pour nous aujourd'hui, et c'est pour ça que dans le cadre de mon mémoire, j'ai essayé de recréer, de retrouver en partie ces règles, ce cadre, et de m'en servir comme d'une grille de lecture que j'ai appliquée à 3 romans de la fin du XIXe siècle, pour voir si ça permettait de donner du sens à certaines notations, de donner du sens à des détails qui sinon paraîtraient insignifiants, purement décoratifs. Or, tout ça est très abstrait. Je vous donne un exemple. Je ne sais pas si vous connaissez le roman Nana d'Émile Zola. C'est un roman qui a été écrit en 1879, donc pile au moment de ce boom du monde de la parfumerie. Et il raconte l'histoire de Nana, l'héroïne, une courtisane, et d'un aristocrate, le comte Muffat, qui en tombe éperdument amoureux. Muffat rencontre Nana au théâtre, puisqu'elle est également comédienne, tombe sous le charme, et dès le lendemain, il décide de lui rendre visite dans son appartement. Nana le reçoit dans son cabinet de toilette, en peignoir, dans une ambiance très parfumée, très lourde, et parmi tous ces parfums ambiants, il y en a un sur lequel Zola insiste tout particulièrement,
c'est le patchouli. Pourquoi le patchouli? Pour nous, lecteurs d'aujourd'hui, ça évoque peut-être davantage les années 60 et le mouvement Babacool, mais évidemment qu'il ne s'agissait pas pour Zola de faire de Nana une hippie avant l'heure, c'est tout autre chose qu'il a en tête. Et si on se plonge dans les manuels de parfumeurs ou dans les ouvrages de l'époque, on découvre que le patchouli, c'était un de ces parfums un peu sulfureux qui était prisé des demi-mondaines, des cocottes, et qui était associé à l'érotisme, voire à l'adultère. Donc, en résumé, c'est le parfum de la maîtresse de monsieur, dans l'imaginaire de l'époque. Donc ce patchouli, qui semble tout à fait insignifiant en première lecture, il révèle la nature profondément séductrice de Nana, et il annonce aussi l'adultère que Muffa va commettre avec elle. On comprend donc mieux que Muffa, confronté à une senteur aussi sulfureuse, quitte l'appartement de Nana en emportant, je cite, « un vertige de ce cabinet de toilette, une odeur de fleurs et de femmes qui l'étouffait. » Fin de citation. Si vous avez lu le roman, vous savez que cette double odeur de fleurs et de femmes, il ne parviendra jamais plus à s'en défaire. Donc cet exemple, choisi parmi des centaines d'exemples possibles, montre, du moins je l'espère, la façon dont la littérature peut s'inspirer du monde de la parfumerie. Pour conclure, j'aimerais vous montrer que cette inspiration, elle peut aussi fonctionner dans l'autre sens, et que la parfumerie s'est beaucoup inspirée de la littérature pour créer des parfums. Cette inspiration, elle peut intervenir au niveau du contenant. On en voit un exemple ici, avec ce flacon à parfum qui date du XVIIIe siècle et qui est conservé au musée Fragonard à Paris, flacon qui prend donc la forme d'un livre. Celui-ci date du XVIIIe, mais on en a aussi des exemples au XIXe. Donc là, l'inspiration se fait au niveau du contenant, mais ça peut aussi se faire au niveau du contenu. Avec un exemple très contemporain, puisqu'il s'agit d'un parfum que j'ai acheté pas plus tard que le week-end passé, qui est diffusé par la marque américaine Library of Fragrance, et qui est censé sentir exactement comme chez votre bouquiniste préféré. Donc il s'agit de mettre en bouteille véritablement l'odeur du livre et l'odeur du magasin de livres. Donc si vous voulez juger par vous-même de la pertinence de ce parfum, si vous voulez sentir un livre sous forme liquide, je vous fais volontiers tester ce parfum tout à l'heure. Merci de votre attention.